Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au fonctionnement du comportement humain. Je suis Isabelle Granouillac, auteure d'une série d'ouvrages qui lui est consacrée et dont les 6 tomes sont actuellement disponibles à la vente. Vous trouverez les liens si cela suscite votre intérêt dans la description ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Spécialiste des principes et des mécanismes du comportement humain, j'offre également mes services à mon cabinet ou directement à votre domicile pour celles et ceux qui habitent la région toulousaine, pour les autres en visioconférence. Nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo le tome 3 de la série Retour aux sources intitulé Le monstre sous le lit. Alors, la seule et unique liberté qu'ont les hommes réside dans le choix de leurs pensées. Et lorsque nous choisissons de penser telle ou telle chose, eh bien nous choisissons de facto ce que nous voulons vivre. Et tout comme il existe une alimentation physique, organique, qui nous permet de vivre et de faire fonctionner notre corps, il existe une alimentation spirituelle qui façonne et conditionne nos vies et qui est composée de nos pensées. De même qu'il y a des aliments favorables à notre bonne santé qui assurent un apport quotidien en nutriments et suffisant pour le bon fonctionnement de notre corps, il y a d'autres aliments qui nous sont défavorables. Eh bien, c'est la même chose pour notre alimentation spirituelle. Certaines pensées font du bien à notre organisme quand d'autres pas. Certaines vont assurer l'équilibre et l'harmonie de notre corps. Et c'est ce corps qui va être le baromètre et qui va nous permettre de définir si telle ou telle pensée va être bonne ou mauvaise pour nous. Ce corps est un outil très développé, bâti pour déterminer la qualité de nos pensées, autant quantitativement que qualitativement. Donc, si on ressent un regain d'énergie ou au contraire une baisse d'énergie dans notre corps et une variation de notre morale, on connaîtra la qualité de nos pensées et notre discernement nous dira si elle est bonne ou mauvaise pour nous. Pour résumer, si une pensée nous apporte du plaisir, de la joie, et si notre corps, par le biais de cette magnifique machinerie, nous fait ressentir du plaisir et un regain d'énergie, alors elle sera qualifiée de bonne pour nous, appartenant à la catégorie positive, susceptible de nous faire ressentir des émotions agréables, et elles sont chargées en énergie. Au contraire, si une pensée ne nous apporte que désagréments et souffrances, nous fait ressentir une baisse de morale et une baisse d'énergie, alors elles sont qualifiées de mauvaises pour nous, susceptibles de nous faire ressentir des émotions désagréables, appartenant donc à la catégorie négative, et elles sont énergétiquement faibles. Vous comprendrez que je ne parle pas subjectivement du contenu de la pensée, car une pensée peut apporter de plaisir à une personne et pas à une autre. C'est bel et bien la sensibilité de chacun qui le déterminera. Il ne s'agit en aucun cas, d'aucune façon ni d'aucune manière de morale, mais bel et bien de lois empiriques et universelles. Alors, notre alimentation spirituelle ne se quantifie pas en termes de glucides, lipides ou autres oligo-éléments, mais bel et bien en taux de fréquence vibratoire. Et plus ce taux de fréquence vibratoire sera élevé, plus la qualité énergétique ira de concert, et moins ce taux de fréquence vibratoire sera élevé, et moins il fournira d'énergie. Et ce taux de fréquence vibratoire est très important puisque c'est lui qui va conditionner le bon fonctionnement de notre organisme et notre bonne santé. Quand le corps atteint un certain seuil de fréquence vibratoire, ce seuil va être la clé et va ordonner à notre cerveau la sécrétion de sérotonine qui, en plus d'être un messager chimique, est aussi de l'énergie vitale. Et donc la sensation de plaisir va être la réponse de notre corps à cette bonne santé, à cette bonne alimentation vibratoire. Il est impossible d'entreprendre quoi que ce soit sans y avoir pensé avant. Tout acte provient d'une pensée. Et une pensée, ce n'est autre qu'une structure mentale sans vie, comme l'est la théorie non accompagnée de pratique. Cette pensée s'exprime dans notre tête. C'est un acte abstrait, invisible et inaudible tant qu'on ne l'exprime pas à voix haute. On peut choisir de l'exprimer
ou non. L'émotion, elle, est ce qui va donner vie à la pensée, à cette structure mentale. Elle s'exprime par notre corps, elle est concrète car ressentie physiquement, mais elle est aussi visible et même audible. Lorsqu'on rit, lorsqu'on pleure, on devient rouge de honte ou blanc de peur. On n'a pas le choix que de l'exprimer, on ne peut retenir donc son expression. Et bien que dans sa polarité masculine et positive, nous ayons le choix et la possibilité de ne pas exprimer nos pensées que nous avons dans la tête, nous n'avons aucune emprise sur l'expression de nos émotions de notre corps. Il existe donc deux polarités dans le fait de penser et de ressentir, entre la pensée et l'émotion qui s'expriment simultanément, invariablement. Par exemple, lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, c'est immédiatement qu'on est content de l'apprendre et qu'en même temps, on reçoit les bienfaits dans notre corps. La pensée est la polarité positive d'une pièce de monnaie, c'est le côté face de cette pièce. Et cette pièce, nous allons l'appeler la conscience objective, c'est-à-dire tout ce que nous connaissons et que nous connaîtrons un jour sur tout ce qui nous entoure. La deuxième face de la pièce, le côté pile, est de polarité négative et c'est ce que nous appellerons l'émotion. Et c'est le mariage des deux, l'union de ces deux polarités en un même espace que représente la pièce avec ses deux faces, qui est la conscience objective. Elle n'est ni le côté face ni le côté pile, mais bien l'expression simultanée de l'ensemble de la pensée et de l'émotion qui lui est associée, sous une forme qui les contient, mais différente d'elle. Et pour rendre la chose la plus simple à comprendre, prenons l'exemple de la procréation. Le spermatozoïde sera la structure mentale, l'ovule l'énergie qui lui donnera vie, et la cellule qui se divise pour créer le fœtus sera, bien que formée des deux premières, ovules et spermatozoïdes, sera donc différente et représentera la troisième condition. Et c'est dans notre cerveau, dans cet espace mental, que sont triées et classées les pensées selon leur taux de fréquence vibratoire. Les émotions, elles, sont les influx électrochimiques circulant dans notre cerveau au travers de notre système nerveux. Et ce système nerveux, c'est lui qui va être utilisé par le corps pour les somatiser et que nous puissions vérifier la validité de la pensée ainsi invoquée. Cela donne à notre conscience objective des informations quant à la qualité de notre alimentation spirituelle. Et c'est par cette réaction électrochimique que la pensée va littéralement prendre corps, puisque ce corps, en la somatisant, va la rendre concrète pour nous. Normalement, ce processus va déterminer la qualité nutritive ainsi que la viabilité de notre façon de penser. À nous d'entretenir des pensées qui sont viables pour nous. Donc, si nous entretenons des pensées qui ont un effet positif sur nous, qui nous apportent du plaisir, de la joie, elles vont être chargées en énergie, notre taux de fréquence vibratoire sera élevé et nous pourrons ainsi nous maintenir en bonne santé. Mais notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il nous fait une absolue confiance. Mais dans sa boîte crânienne, il ne voit rien. Nous sommes ses yeux. Il va devoir recevoir de nous des informations sur notre environnement. Et si nous lui envoyons des informations erronées, lui, il va tout de même les traiter comme étant réelles. Prenons un exemple. Si nous pensons que nous n'avons aucune valeur, que nous sommes nuls, le corps enverra l'émotion qui est associée à cette pensée et qui a été ressentie la toute première fois que nous avons invoqué cette pensée à laquelle nous avons donné vie par l'émotion peu glorieuse ressentie à ce moment-là. Et plus on se concentrera sur ce sentiment, et plus il deviendra autonome et compulsif. Et à chaque fois que la question de notre valeur sera invoquée, nous n'aurons d'autre choix que ressentir invariablement cette émotion négative.
Prenons un autre exemple que nous avons tous au moins vécu une fois, le monstre sous le lit. Lorsque, enfants, nous croyions fermement qu'un monstre effrayant était tapis sous le lit et qui était capable de se réveiller toutes les nuits dès que la lumière était éteinte. Notre cerveau reçoit l'information suivante. Attention, danger mortel planqué sous le lit, ne sortir du lit sous aucun prétexte et rester caché sous la couette de protection. Notre cerveau va alors faire sécréter les hormones correspondant à la paix et à la protection ressentie lorsque nous restons donc cachés sous le lit. Il va alors faire sécréter des hormones pour faire ressentir de la paix et de la protection sous la couette et qu'on demeure dans le lit. Et on voit bien dans cet exemple qu'il est secondaire que le monstre soit réel ou pas. L'essentiel est qu'on le croit. Et si on le croit, pour notre cerveau, c'est une absolue vérité. Il nous fera ressentir tout ce qui correspond au sujet selon nos propres désirs. Et petit à petit, en grandissant, nos pensées changent par rapport à ce monstre sous le lit. Le cerveau, lui, il va suivre le mouvement et on pourra sortir du lit la nuit. C'est la pensée qui change le contenu de la programmation mentale et rien d'autre. Se concentrer sur l'émotion somatisée par le corps, ici la peur, ne ferait que le renforcer, que de mettre de l'huile sur le feu au sens littéral du terme. Donc, si on veut changer la pensée, il faudra modifier son contenu. Nous devons donc y croire nous-mêmes pour que le cerveau le croie. Et nous ressentirons les émotions qui vont avec, et quand notre concentration sur le sujet sera suffisante, c'est ce qu'on ressentira à chaque fois, tandis qu'on invoquera cette pensée. Et nous voilà programmés à vie, sauf si on connaît les principes et les mécanismes du comportement humain. Et si la seule origine de la souffrance humaine est l'ignorance de son propre fonctionnement, dans la mesure où on ne peut agir que sur ce qu'on connaît, ce que nous avons porté à notre conscience, connaître son propre fonctionnement me semble bel et bien impératif. Alors, vous êtes-vous déjà demandé quels aspects de votre vie souhaitez-vous changer, souhaitez-vous programmer? Choisissons pour cela une pensée qui nous procure du plaisir sur un sujet qui nous tient à cœur et que nous aimerions changer dans notre vie. Nous devons tout d'abord diriger notre concentration dessus d'une manière volontaire et consciente. Et plus nous nous concentrons dessus, plus la pensée va recevoir de l'énergie. Et une fois un certain seuil atteint, notre subconscient va en faire une programmation. Cette programmation, elle devient une habitude et nous n'allons pas devoir nous concentrer, nous y référer pour la vivre. Nous ressentirons l'émotion transmise à la pensée au moment de cette première concentration. Et cette programmation, ce que nous en penserons et ce que nous ressentirons sera invariable et intemporel. Alors, à vous de jouer maintenant. Et c'est sur ces mots que se termine cette nouvelle vidéo consacrée au tome 3 de la série Retour aux sources intitulée Le monstre sous le lit. Je vous rappelle que les 6 tomes sont actuellement disponibles à la vente. Vous retrouverez les liens dans la description et à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle aussi qu'un forum de discussion gratuit est à la disposition des lecteurs et des lectrices qui souhaiteraient poser des questions et approfondir leur compréhension sur ces sujets. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo